Bonjour et bienvenue à un livre audio de Le Petit Sauvage de Alexandre Jardin, page 121. Livre audio partie 2, page 121. J'empruntais le bateau de Manon et gagnais le collège Mistral en longeant la côte. Il fallait un vaisseau à la société du Crusoe pour que notre rêve de gosse pût enfin prendre corps. Nous ne pouvions franchir à la nage la quinzaine de milles qui séparait l'île du Pommier du continent. Je m'interdisais de douter de la venue des Crusoe au rendez-vous que je leur avais fixé. Désormais, mes désirs devaient façonner la réalité. Que 25 années se fussent écoulées depuis notre serment me paraissait négligeable. Dans mon esprit, il était clair que mes anciens comparses s'embarquaient sans barguigner pour l'île du Pommier, puisqu'ils ne se trouvaient plus d'adultes pour s'opposer à notre projet. Et si, par extraordinaire, l'un d'entre eux se montrait récalcitrant, je saurais trouver le baratin nécessaire pour le rappeler à ses engagements d'enfant. J'entendais me défaire de la circonspection qui bridait le caractère d'Alexandre Eiffel. Le petit sauvage, lui, avait le secret de l'inconscience qui donne toutes les énergies et, parfois, faire plier le réel. Tout moment lui avait raconté à plusieurs reprises l'histoire de ce général romain qui s'est emparé d'une citadelle réputée imprenable parce qu'il ignorait quelle elle était. Cet exemple m'enthousiasmait à nouveau. J'abordais le rivage du collège à la tombée de la nuit. Je ne portais plus de montre, mais je sus que j'étais en avance en jetant un coup d'œil sur le château. Les fenêtres des dortoirs étaient encore éclairées. Or, les Crusoe ne se réunissaient dans la grotte qu'après l'extinction des feux. J'échouai le bateau, le tira sur le sable et le dissimula derrière un rideau de bambou, à proximité de la plage. Puis, tel une belette, l'animal totémique du pot sauvage, je me coulai en douce jusqu'à la rivière, me déshabillai prestement, et plongeai dans mes souvenirs. Je ressortis dans la grotte dès le premier essai. Trouver le passage m'était devenu naturel. J'en éprouvais une vive satisfaction. L'obscurité était presque totale. J'avais oublié d'apporter un briquet pour allumer les vieilles bougies. Quand, tout à coup, j'entendis derrière moi des clapotis qui résonnaient sous la voûte. Tapis dans le noir, un homme reprenait sa respiration. « Philo » mandai-je avec anxiété. Nous étions comme des aveugles. « Non, c'est Benjamin, enfin, Tintin. C'est le toi, Crusoe. » dit-elle en reprenant notre phrase rituelle d'autrefois. « Tintin !» m'exclamai-je en avançant vers l'ombre qui sortait de l'eau. « C'est là toi, mon vieux Crusoe. Ah, c'est fou, ta voix n'a pas changé. » Au collège, j'avais déjà mué. « Mais toi, tu es Pierre ou Alexandre, ta voix me dit rien. » La nuit de la grotte était d'encre. « Devine, on ne peut pas allumer. J'ai oublié de prendre un briquet. Tu en as? » « Non, je n'ai plus fumé depuis la pension. C'est incroyable, je suis incapable de dire si tu es Alexandre, Philo ou Pierre. » Si j'étais Pierre, qui crois-tu que je serais aujourd'hui? En tout cas, tu ne serais pas marié. Tu étais tellement timide, incapable de te déclarer. Et si j'étais Alexandre? Alors là, c'est du billard. Ta vie était toute tracée. Tu as épousé ta madame de tonnerre, ce que tu as pu nous emmerder avec cette bourgeoise, et tu es devenu né dans sa boîte. Je suis Alexandre. Alexandre! Le petit sauvage. Il me serra dans ses bras et me murmura avec émotion. Le chef des Crusoe. Et alors, tu es né? Non, j'ai plus d'odorat. J'ai fini dans l'industrie de la clé, du verrou. Et toi? Tintin n'est pas devenu reporter. Je vends des voyages que je ne fais pas, dans une petite agence à Marseille. Les autres globes trottent pour moi, et je reste derrière un bureau. Il y eut un silence. Tous deux, nous avions mis nos rêves de gosse au placard. Un bruit d'eau dissipa notre impression nauséeuse. Les jumeaux, Philo, Pierre, lança Tintin. C'est vous, mandai-je? C'est Philo. Après un court instant de silence, il ajouta. Pierre est mort, il y a 20 ans. Un accident de moto. Ça va vous, Crusoe? Un frisson nous parcourut tous les trois. Je reçus cette nouvelle en plein front, puis un sentiment étrange, inavouable, m'envahit. Je me surpris à envier le sort de Pierre que lui n'avait connu aucun de ses renoncements, que sont les véritables défaites de la vie. Partir à 20 ans, quel privilège. Philo tout se tait et dit « S'il avait vieilli, je crois qu'il m'aurait ressemblé. Alors, comme je suis là,
lis un peu avec nous ce soir. Pourquoi vous n'allumez pas? On n'a pas un briquet. J'en ai un. On entendit un bruit qui laissait deviner que Philo déroulait un sac en plastique. Une étincelle apparut dans la nuit. Je retins mon souffle. J'allais brutalement découvrir mes amis d'enfance devenus adultes. La pierre du briquet joua à plusieurs reprises. Une flamme finit par se former. Elle diffusait une clarté qui projetait nos ombres immenses sur les parois. Muets, nous nous dévisageâmes. Nous étions tous les trois en caleçon. Le frère et le Tintin s'étaient métamorphosés en un quadragénaire capitonné de graisse. Sa poitrine abondante était tapissée de poils drus. On eût dit de la moquette. Une empilade de double, triple et quadruple mentons soutenait sa mâchoire. Des kilos de chair molle encombraient son anatomie affaisée. La libellule gracieuse, virevoltante, s'était changée en un crapaud placide, gorgé de bière. Philo, lui, était sec comme un insecte, pourvu d'une abondante moustache et déjà fort dégarni. Seule une petite couronne de cheveux subsistait sur son crâne étroit. Une pomme d'Adam extraordinairement saillante nageait sous la peau blanchâtre de son cou de poulet. Ses joues osseuses étaient constellées de profondes séquelles d'acné. Pourtant, à 13 ans, l'épiderme de son visage n'annonçait pas une telle déroute esthétique. À leurs yeux, je devais guère paraître mieux conservé. Par une grâce inexplicable, je vis alors à travers leur apparence détériorée les gamins charmants qu'ils avaient été. J'aperçus le jeune Tintin frétillant dans l'homme pachydermique qu'ils étaient à présent, et distinguai en Philo le petit garçon aux cheveux longs qu'il n'était plus. Heureusement qu'il nourrisse le sens de l'humour, lança Philo en s'efforçant de dissimuler son émotion. C'est bien tout ce qu'il nous reste, ajouta Tintin en riant. Vous vous êtes souvenu du premier rendez-vous, demandai-je. Oui, mais je n'y suis pas rendu parce que je pensais que vous avez oublié. Moi aussi, dit Philo. Tous les Crusoé avaient donc été fidèles, au moins par la pensée, à notre engagement pris un quart de siècle auparavant. J'en fus bouleversé. Alexandre Eiffel, lui, n'y aurait pas songé s'il n'avait pas trouvé par hasard. Mais était-ce bien le hasard, le document secret? Ils constatèrent à leur tour, avec bonheur, que la grotte n'avait pas été redécouverte par les élèves du collège. « Tout est intact », murmura Philo, rallumant une vieille chandelle de la Société des Crusoé. Je pris le cahier et les priai de s'asseoir à la place qui avait été la leur, sur nos sièges faits de pierre plate. Celui de Pierre resta vide, mais à travers son frère, il n'était pas totalement absent. Ému, j'ai commencé à lire. À lire en l'an 2000, le jour où les Crusoé se réuniront. Ils écoutèrent la lettre du petit sauvage sans m'interrompre à la lueur des bougies de leur enfance. Que je l'eus terminé, nous laissâmes passer un ange. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas trop radioactif, avoua Tintin. Eh bien moi je le suis, s'exclama Philo. Depuis la mort de mon frère, je vis pour les deux. Tous les matins, j'essaie de me faire rire quand je me regarde dans le miroir de ma salle de bain. C'est quoi ton boulot? Je mène une vie d'aventurier, dit Philo. Une vie de James Bond, d'opérette. Je suis paparazzi. Je planque les stars, je me déguise avec de fausses barbes. Je saute dans les avions, j'enquête en douce. Et crac, je prends une photo indiscrète. Par ici la monnaie. Mais c'est ignoble, lâcha Tintin. C'est vrai, d'ailleurs j'en souffle. Mais moi au moins je vis. Je ne me sens pas obligé par rien. Je joue du matin jusqu'au soir. Après tout, je ne suis pas plus amoral qu'un gosse. Bon, les Crusoe, qu'est-ce qu'on décide? On part quelque part dans l'île? Il y eut une voix à silence. Tintin bredouilla qu'il n'était venu à ce rendez-vous qu'à par nostalgie. Elle avait une épouse devant qui il devait justifier ses absences, des loupillots qu'il avait rendus père, une carte d'adhérent à un parti politique, et il ne se voyait pas jouer à Robinson Crusoe sur une île déserte. « Et ton serment? » répliqua Philo. « Écoutez, on avait 13 ans. Soyez sérieux, les mecs. On aurait l'air de quoi? D'une bande d'attardés. Non, mais vous nous imaginez avec des peaux de bêtes et des lance-pierres dormant dans une cabane. Et à 13 ans, tu t'imagines le cul vissé à un tabouret en train de vendre des billets d'avion dans une agence de voyage de 9h du matin à 6h du soir? » lui demandai-je calmement. « Merde, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vivre un rêve de gosse, s'éclama Philo. Mais je ne suis plus un gosse.
Tu n'en as pas honte? Le plus adulte pour nous en empêcher, il faut en profiter, poursuivais-je. Je n'ai pas de congé, moi, en ce moment, fit Tintin. Mais alors, on y va ce week-end? Mais ma femme, qu'est-ce que je vais lui dire à ma femme? Si je raconte la vérité à Liliane, elle me croira pas. Et si je lui mens, elle va penser que je la trompe. Et puis, ça, si je sais, j'aurai l'air de quoi? Tu sais, Tintin, murmurai-je, il y a 25 ans, tu étais un des rois du dortoir. Tu sautais dans les flaques d'eau. Aujourd'hui, tu me fais pitié avec ta Liliane qui te tient en laisse. Tu as une gueule de prudent, de mec prévisible, de contribuable obéissant, de mari bien dressé. Tu es exactement le genre de type que tu méprisais quand tu avais 13 ans. Alors, si tu veux la revoir, ta radioactivité, tu as intérêt à venir faire le Crusoe. On ne va pas dans cette île pour jouer au Boy Scout. On y va pour être une fois dans notre vie digne du gamin qu'on a été. Tu piges? Et puis pour rigoler, lâcha Philo. Bon, marmonna Tintin. Quoi, bon. Je viens, mais seulement ce week-end. En attendant, les Crusoe, lança Philo. Moi, j'ai envie d'aller jeter un œil dans la pension. On va revoir le dortoir, en douce. T'es fou, répond Tintin. On n'est plus des enfants. Si on échappe, on devient des clients pour les frics, effractions et tout. T'inquiète, retarqua Philo. L'effraction, ça me connaît. J'en ai déjà sauté des murs dans mon boulot. On m'en a jamais serré. Et puis les serrures, moi je sais les ouvrir, dis-je en souriant. J'en ai tellement fabriqué. Qui m'aime me suivre? Philo plongea dans la rivière. Je le suivis. Nous fîmes surface à l'extérieur. Tintin apparut derrière nous quelques secondes après. Hé, attendez les mecs! Nous filâmes ventre à terre en direction de la salle de biochimie où, jadis, les Crusoe se réunissaient nuitamment, à l'époque où la grotte n'avait pas encore été découverte. Cette pièce située au rez-de-chaussée offrait 3 avantages. Elle se trouvait assez loin des chambres des sifflets. Entendez les surveillants. Ces grandes fenêtres permettaient d'aérer facilement la classe après que les Crusoe avaient fumé avec délectation des cigares qu'ils fabriquaient eux-mêmes en récupérant des vieux mégots jetés par les professeurs. Le dernier atout de cette salle n'était pas le moindre. Elle contenait d'importantes réserves de fioles d'acide et de flacons contenant diverses substances que nous utilisions sous la direction de Pierre, le jumeau défunt. Pierre avait reçu de ses parents un jeu éducatif qui nous fascinait tous, le coffret du petit chimiste. Il avait eu l'excellence, la périlleuse idée d'apporter clandestinement au collège le mode d'emploi du fameux coffret. Dans le laboratoire la nuit, nous pouvions donc à loisir réaliser certaines recettes. C'est ainsi qu'à chaque réunion de société, Pierre nous concoctait 1 litre d'une soi-disant limonade qui dégageait une fumée jaunâtre et possédait un goût voisin de ce que j'imaginais être le goût de la dynamite. Un seul verre de ce breuvage diabolique nous ravageait la tripaille pendant 8 jours, mais nous en raffolions. « Hé les mecs !» murmura Tintin. « On ne se rhabille pas? »« Pourquoi? » demandai-je. « Il fait chaud? »« On ne va pas tout de même entrer dans le collège en caleçon? »« En caleçon, nous serons tous égaux, comme autrefois, dit Philo. Pas de différence de milieu. »« Et si on se fait piquer, on aura l'air fin, continua Tintin. »« De toute façon, un peu plus, un peu moins, lui répondais-je en me passant sur la serrure de la porte-fenêtre du laboratoire. Puis je me retournai vers Philo. « Allume ton briquet, je n'y vois rien. » À la lueur de la flamme, je pus alors lire la marque de la serrure. Eiffel. « Philo, Tintin, c'est incroyable, c'est une serrure Eiffel. »« Qu'est-ce que ça veut dire? »« C'est moi qui l'ai conçu, dessiné, fait fabriquer dans mon usine. »« Et ben ça alors. » En un tour de main, à l'aide d'un vieux clou, je l'ouvris sans la brutaliser. La gorge et le ressort demi-tour demeuraient intacts. Même un serrurier astucieux ne serait pas parvenu. « Pour une fois que mon métier me sert à quelque chose de vraiment utile, » murmurai-je en poussant la porte. Nous échangeâmes un regard, tandis qu'une peur enfant s'essuait dans nos veines. La grande trouille d'être surpris par un sifflet. Et cette angoisse nous catapultait 25 ans en arrière. « Si on est pincé, on aura l'air fin, » répéta Tintin, la gorge nouée. Philo pénétra le premier dans notre classe. Tintin et moi le suivîmes. Les tables carrelées brillaient toujours dans la clarté lunaire. Sur les étagères, des bocaux,
des pipettes, des cornues et des fioles étaient rangés au même emplacement. Tout était là, même James Dean, le squelette. Sans doute avait-il été rebaptisé par les nouveaux élèves, mais à nos yeux, c'était bien James Dean qui nous toisait, avec cet air perpétuellement grognard. « Salut Dean !» lança spontanément Philo. Ému, nous nous assîmes machinalement, chacun à notre place, sans parler. Je passais une main sous la table ainsi que le petit sauvage le faisait pour coller ou récupérer le chewing-gum usé, arc, qu'il mâchait inlassablement. Mes doigts rencontrèrent un vieux chewing-gum durci. Était-ce l'un de ceux du petit sauvage? Non, bien sûr, mais l'envie folle de me le mettre dans ma bouche me traversa l'esprit. Tintin se racla la gorge et lança. « Quelqu'un se souvient de la recette de la limonade? » « C'était Pierre qui le connaissait, dis-je en baissant les yeux. « On va le retrouver, affirma Philo, et au trinquant souvenir de mon frère. » Oh, sa mauvaise voix, ça. Non, c'est pas sa bonne voix. Philo saisit quelques flacons d'acide et commença à concocter ou juger la fameuse limonade des crusoé. Nous avions devant nous l'image de l'homme que Pierre aurait pu devenir en train d'acheter une bouteille de limonade. Un instant, il me parut moins mort. La frousse d'être tensé par un sifflet me maintenait dans cette fébrilité qui était l'état naturel du pot sauvage. C'était bien mon cœur d'enfant qui battait la chamade dans ma poitrine. Philo versa son mélange de 3 tubes haïssants, murmura. « Et voilà les coupes à limonade. »« Tu es sûr de la formule? » demanda Tintin inquiet. « C'est dingue, ça m'est revenu comme ça. » L'atmosphère, la nostalgie, et hop, ma mémoire s'est réveillée. Nous levâmes nos tubes à essai. « À Pierre !» lança Philo en jugulant son émotion. « À Pierre !» dis-je avec Tintin. Nous trinquâmes. Dans le choc, une goutte de limonade s'échappa de mon tube, tomba sur une table et la transperça. Je m'approchais pour m'assurer que je n'étais pas victime d'une hallucination. « Les mecs, il y a un trou. La limonade est passée à travers le bois. » Nous jetâmes un regard inquiet sur notre tube à essai qui devait être plein de cocktails d'acide. Puis Tintin et moi fixâmes Philo. Gêné, il haussa les épaules et dit « J'ai peut-être un peu forcé les doses. »« Bon, on arrête nos conneries, » murmura Tintin en vidant sa coupe à limonade dans un évier. Philo et moi fîmes de même. « On va voir le dortoir, » proposa Philo. Je n'ai peut-être assez fait comme ça pour ce soir, non? » rétorqua Tintin. « On ne t'oblige pas. » Nous sortîmes sans bruit du laboratoire en caleçon pour gagner les grands escaliers. Tintin suivait le mouvement comme toujours. Même si dans son jeune âge il s'était parfois montré téméraire, il ne fut jamais de ceux qui initiaient les grands chahuts. Dans le vaste hall du collège, nous passâmes devant le monument aux morts des anciens élèves, un bas-relief en bronze qui frappait l'imagination du petit sauvage. Le sculpteur avait représenté de façon satisfaisante un soldat à l'agonie entouré de ses rejetons en larmes. Je me souviens fort de m'être dit à 7 ou 8 ans, en contemplant cette scène édifiante. « Mon Dieu, comme il doit être désagréable d'avoir un papa mort! » Mais à l'époque, la mort n'était qu'un petit mot creux, un prétexte pour construire des monuments. Ne cassaient leurs pipes autour de moi que les héros du cinéma, le sinistre grand-mère d'un binoclore vicieux qui avait redoublé sa classe de 6e et les cafards que nous écrasions dans le couloir qui menait à la cantine. Les papas, eux, avaient cessé de mourir puisqu'il n'y avait plus de guerre. Faute de conflits suffisamment meurtriers, la direction du collège Mistral avait pris en 1975 l'étrange décision de faire graver sur le monument les noms des professeurs tombés au champ d'honneur, entendés décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou des suites de cette épreuve au cours de leur retraite. Monsieur Berthier, célèbre au collège parce qu'il ne changeait pas de chemise qu'une fois par semaine, eut ainsi le privilège d'inaugurer cette nouvelle disposition. Latiniste, il avait eu le bon goût de succomber à une attaque cardiaque devant sa classe, en articulant le début d'un vers de Virgile qu'il ne termina jamais. Ses élèves s'étaient réjouis d'avoir connu un homme dont le patronyme était immortalisé dans le marbre. Je restais seul un instant devant le bas-relief. Le soldat grabataire était toujours aussi admirable de courage et sa progéniture ne semblait guère s'être consolée. Étrange destin que celui des statues qui pleurent, embrassent, crient ou lèvent le bras pendant des siècles, sans jamais se reposer.
La liste des défunts s'était allongée sous le nom de Gabriel Berthier. Lucette Miro, 1928 à 1992. Chantal Bouvier, 1940 à 1996. Robert Pilonard, 1934 à 1998. Et Jacques Merlot Vitochon, 1932 à 1999. On trépassait jeune au collège Mistral. Tintin s'arrêta devant moi et me dit en guise d'ornaison funèbre. « Oh! Merlot Vitochon, il a glissé, il a loupé le siècle de justesse. »« C'est vrai qu'il était drôle, Vitochon, ajouta Philo. En tout cas, le seul qui sera toujours là dans 50 ans, c'est James Dean. » Philo ne pouvait se retenir de plaisanter quand la mort des autres l'effleurait. Celle de son jumeau lui était trop proche, et le serait toujours. « Bon, allez, fit-il, on n'est pas venu là pour compter les cadavres. » J'allais m'engager dans le grand escalier quand nous entendîmes un bruit, un claquement à porte. Recouvrant un instant nos réflexes de collégiens, nous nous planquâmes aussitôt dans le vestiaire. Une sexagénaire sanglée dans une robe de chambre traversa le hall, une tasse de café à la main, puis elle gravit d'un pas mécanique les marches qui montaient aux étages. Je la reconnus à l'anxiété qui réveillait en moi son pas sonore d'automate. « L'esprit d'escalier !» murmura Tintin en tressaillant. Nous surnommions ainsi la redoutable mademoiselle Rabutin, une vierge fiéeuse qui avait pour mission de veiller au maintien de l'ordre dans les dortoirs du premier et du second étage. Toutes les nuits, elle déambulait dans les escaliers. Tromper sa surveillance, Tatillonne exigeait des trésors de malice. À chaque escapade nocturne, nous craignions tous de tomber entre ses mains moites pour 2 raisons. La première était qu'il nous amusait d'être effrayés. Elle n'est pas de véritable aventure sans péril, fit-il imaginaire. Qu'elle nous cueillait, il était donc d'usage de raconter ensuite à nos camarades qu'elle s'était livrée sur nous à des supplices dits asiatiques. Prononcer ce mot garantissait une compassion considérable et une gloire durable. Quoi? Le soi-disant victime était aussitôt regardé comme un authentique rescapé. La seconde raison, plus prosaïque, était que l'esprit de l'escalier était effectivement sujet à des accès de sadisme. Mais les tortures asiatiques qu'elle nous infligeait n'allaient jamais au-delà de quelques coups de règle assénés sur l'extrémité des doigts. Désolé. Sur la pointe des pieds, nous suivîmes l'esprit de l'escalier. Bien entendu, Tintin râlait à voix basse. « S'il nous gaule, on aurait l'air malin en caleçon. » Mademoiselle Rabutin frappa à la porte de l'ancienne chambre de M. Burney, notre professeur de gymnastique. N'appelions Illico, car ce costaud raffolait de ce mot qu'il accolait à chacun des ordres qu'il aboyait. Illico ouvrit, caché dans un renfoncement de porte, je l'aperçus nettement. Il n'était pas trop esquinté par les années, mais sa corpulence ne m'impressionnait plus. L'esprit de l'escalier s'approcha de lui et, contre toute attente, l'embrassa sur les lèvres avec sauvagerie. Puis elle disparut dans sa chambre. Les crucieux se regardèrent avec effarement. Nous étions toutes persuadées que l'esprit de l'escalier était et demeurait pucelle jusqu'à mort s'ensuive. Qu'elle pût accoupler avec Illico me semblait aussi irréel que si le petit chaperon rouge avait fait une proposition lascive au grand méchant loup. Philo plaqua son oreille contre la porte de la chambre d'Illico et dit stupéfait. « Et en plus, elle aime ça !» Profitant de ce qu'elle était occupée, nous poursuivîmes discrètement notre incursion jusqu'au dortoir des Crusoé. À caleçon, rien ne signalait notre apparence à une caste sociale. Nous échappions, l'espace de nuit, à ces distinctions qui, le jour, auraient fatalement créé entre nous une invisible barrière. J'étais encore, et là, un patron d'industrie. Tintin occupait une place modeste dans une agence de voyage. Philo était photographe. Mais ce soir-là, nous retrouverions spontanément cette fraternité de pensionnaires qui se moquent des inégalités de conditions. Je m'aperçus alors qu'Alexandre Eiffel avait désappris la véritable convivialité et oublié l'art de nouer de grandes amitiés. Il n'avait plus que des relations plus ou moins utiles.
Certes, son carnet d'adresses contenait de nombreux noms de clients avec qui il entraînait des rapports amicaux, de fournisseurs charmants et qu'il envoyait chaque année une carte de vœux, de couples d'amis indispensables pour jouer au bridge, mais aucun ne l'eût serré tendrement dans ses bras pour le consoler de chagrin. Aucun ne lui eût ouvert la porte s'il avait été à la rue. L'amitié avait déserté sa vie. Ses retrouvailles avec Philo et Tintin m'en redonnaient le goût. Notre ancien dortoir était silencieux. À travers la porte vitrée, j'attends un œil sur les enfants endormis dans nos lits de fer. Une veilleuse verte éclairait toujours la grande salle. Derrière la vitre qui me séparait d'eux, je me sentais prisonnier à l'extérieur. J'eus tout à coup envie de passer à travers pour me retrouver parmi eux, les veines remplies de sang neuf. « On entre !» chuchota Philo. « Tu es fou? S'il y en a un qui se réveille, on aurait l'air de quoi ?» répondit qui vous savez. « Personne ne te force !» dis-je en ouvrant la porte sans faire de bruit. « Bon, je reste là, je le fais le guet !» murmura Tintin. Philo s'avança dans une travée. Je lui emboîtai le pas. Mon lit était le 7e de la première rangée, le sien le 6e. J'avais 8 ans et était en de telles dispositions d'esprit que je n'avais pas conscience de la bizarrerie de la situation. À nouveau, je ne vivais que par mes sens, sans réfléchir. « Respire !» me dit Philo à voix basse. « Cette odeur est inimitable, celle du dortoir. Un parfum de chaussettes, de sueur et d'eau javel. Inimitable. » Mon nez demeurait enrayé, mais les légers ronflements, la voix d'un gamin me pérorait dans son sommeil, les grincements des vieux sommiers. Quoi? Tout cela me replongeait dans l'univers nocturne du pot sauvage. Je m'arrêtais devant mon lit. Un petit garçon dormait, la tête posée sur un polochon qui avait peut-être été le mien. Celui avec lequel j'avais livré tant de batailles mémorables. J'eus envie de réveiller cet enfant pour l'avertir de ce qui l'attendait en lui mentant. La réalité est insoutenable. Petit, ne crois pas à tous les amers, tous ces meurtris qui te peindront en gris ton avenir. Tu auras des professeurs qui te conduiront vers toi-même, des maîtres qui n'auront de cesse de cultiver de qu'il a d'imprévisible et de singulier en toi. Ne crains pas d'entrer en adultie. Le temps est le grand ami de l'homme. Rien ne s'altère. Tu resteras toujours rebelle, toujours capable de t'indigner, de t'émerveiller. Tes inclinations ne s'amoindriront pas. La passion ne décline jamais. En vieillissant, les amitiés véritables se font plus nombreuses. La solitude et la mort sont des mots inventés pour faire peur aux enfants. Des termes qui ne recouvrent rien. Petit, s'engager ne signifie pas renoncer à autre chose. Tu auras chaque jour l'énergie de redessiner ta vie comme si elle était une page perpétuellement vierge. Crois-moi, tu garderas aisément le respect de ta personne en toutes circonstances. Ton métier n'exigera de toi aucune fourberie. L'argent ne divise pas les hommes. Tu sauras conserver ta légèreté de cœur et ton insouciance allègre. Jamais tu ne seras livré aux enchaînements d'une destinée qui t'échapperait. L'adultie, est douce, peuplée de femmes et d'amis fidèles. La nostalgie, ça n'existe pas. L'essoufflement non plus. Les grandes personnes sont rarement guidées par la peur de perdre le peu qu'elles ont acquis. Tu demeureras intrépide. Tes curiosités, tes haleines, tes désirs ne te quitteront pas. Et si par hasard ce que je viens de te murmurer serait révélé faux, montre-moi digne de celui que tu es aujourd'hui. N'accepte rien. Un petit bruit me tirait de mon monologue intérieur. Philo est en train de fouiner dans le casier du moutard qui roupillait dans son lit. Soudain, il se retourna vers moi en brandissant un petit paquet. « Hé !» fit-il à voix basse. « Il y a des pétards! Mon chien avait dans mon casier. Si on lui faisait un plan de la grotte, il pourra faire renaître la société. »« Tu es fou !» chuchotai-je. « Et notre serment ?» Le gosse qui occupait mon pucier marmonnant quelques mots dans son sommeil agité, tournant la tête dans notre direction. Allait-il se réveiller? Nous avions parlé un peu trop fort. Philo et moi nous baissâmes, prêts à disparaître sous nos anciens lits, quand Tintin surgit dans le dortoir. Son visage décomposé annonçait une catastrophe. « 22 !» lança-t-il à voix basse. « V'là l'esprit de l'escalier! Tout le monde en dessous! » ordonnai-je. Nous glissâmes promptement sous nos lits respectifs. Immobile, retenant mon souffle, j'entendis le pas mécanique de mademoiselle Rabutin qui se dirigeait vers nous. «
Qu'est-ce que c'est ces bavardages? Tonna-t-elle. L'esprit de l'escalier ne devait guère priser les longues séances érotiques. 10 minutes à peine lui avaient suffi pour se déloquer, culbuter l'hélico et se rhabiller. Elle avait sans doute le coït rapide. Les grands pieds pantouflés de l'esprit de l'escalier n'étaient plus que quelques mètres de moi. « Bouillane, inutile de faire semblant de dormir. Je sais très bien que c'est encore vous. » Selon toute apparence, elle s'adressait au petit garçon qui dormait paisiblement au-dessus de moi, lequel répondait au patronyme de Bouillane. Qu'elle lui eût dit « C'est encore vous » m'enchantant. Bouillane était donc le digne héritier du petit sauvage, un authentique chenapan de pensionnat. Peut-être avait-il fomenté comme moi de gigantesques jacqueries d'écoliers, ourdis de chahut historiques. Un souvenir me revint fugitivement. Je me revis avec Philo, à l'époque où il avait des cheveux, à la tête de la grande fugue que nous avions savamment organisée. Les 300 élèves du collège Mistral s'étaient enfuis une nuit pour s'évanouir dans le maquis provençal. Même les petits avaient suivi. Usant des rues indiennes et d'astuces de scouts, nous avons échappé aux recherches et de la gendarmerie pendant 3 jours et nous étions rendus quand nos vivres chapardés dans les cuisines de la cantine furent épuisés. Quelle épopée! Personne n'avait balancé les noms des meneurs. L'esprit d'escalier se rapprochait menaçant Bouillane. « Si vous continuez à faire la pipelette, vous serez punis. Je reste posté à l'entrée du dortoir. » Elle s'éloigna. Nous étions coincés. Mademoiselle Rabutin bloquait la seule issue. « Qu'est-ce qu'on fait? » murmura Tintin en rampant vers moi. « On va tenter d'une sortie en provoquant un chahut, » chuchota Philo. « Un chahut? » s'étonna Tintin. La voix de l'esprit d'escalier retentit. « Bouillane! » Philo prit une paire de ciseaux dans le casse du lardon endormi sur son lit. Le coinçant entre les semelles de 2 chaussures introduit les pointes dans les trous d'une prise électrique. Déconcentré, je changeai un regard avec Tintin. Le court-circuit provoquait un éclair. La veilleuse s'éteignit. Le disjoncteur central venait sans doute de sauter. Nous étions masqués par une obscurité quasi totale. « Qu'est-ce que tu fous? » demanda Tintin à voix basse, et Philo de répondre « Attention les gars, ça va sauter! » Il gratta une allumette, alluma les mèches, des pétards et les jeta dans le dortoir. En un instant, les explosions réveillèrent la chambrée. « Tous à vous, polochons! » hurla Philo en prenant une voix fluette. Dans la pénombre, j'aperçus la silhouette de Philo qui bondissait sur les lits en provoquant les gosses à coups de polochon. Je ne savais que faire. Les événements prenaient un tour si singulier. Un polochon m'atteignit dans le ventre. Autour de moi, la bataille générale s'amorçait. Alors, grisé par l'atmosphère qui se chauffait, je conservais le polochon qu'une main anonyme m'avait laissé. J'étais prêt à laisser le petit sauvage se déchaîner à travers moi. Mais quelque chose me retenait. Prisonnier dans mon corps rigide de grande personne, je ne parvenais pas à faire le premier mouvement, quand je reçus un violent coup d'oreiller dans le nez. Aussitôt, je m'élançai dans la mêlée braillante. Était-ce bien Alexandre Eiffel qui frappait avec frenzy d'invisibles adversaires de 10 ou 12 ans? Noyé dans cette nuée de pensionnaires, je recouvrais des gestes anciens, une vivacité de poulain qui s'ébroue. La sève montait dans mes membres, m'irriguait à mon cerveau. Dissimulé dans la nuit, j'oubliais mon apparence et cognais gaiement. Faisais tourner mon polochon, virevoltait. J'avais dit ça. « Oh là, les crucioués !» cria Philo. « On se tire !» Nous nous retrouvâmes sur le palier du second étage, essoufflés, heureux. Les rayons de la lune nous éclairaient. Même Tintin s'était laissé entraîner à la bataille des polochons. Nos presque 40 ans ne nous pesaient plus. « On se file à la lingerie ?» lança Tintin, dans l'enthousiasme. « Pourquoi ?» demandai-je. « Il faut piquer des draps pour faire la voile du bateau, non ?»« En voiture !» s'exclama Philo en enjambant la rampe du grand escalier. Nous descendîmes jusqu'à la buanderie en nous laissant glisser sur la rampe. Les crusoés étaient en train de revenir à eux-mêmes par la grâce de ces grands chahuts qui, en quelques minutes, nous avons enfantés. Nous étions tous 3 saisis par l'envie d'être imprudents, turbulents et malicieux.
L'ivresse de mes comparaces les quitterait peut-être au matin. Il me fallait profiter de leur disposition pour hâter les préparatifs de notre équipe. Fulot craquait une allumette. Nous pénétrâmes dans la lingerie du collège, où, là, 25 ans auparavant, nous étions venus dérober des draps. Plusieurs centaines de paires étaient pliées sur les étagères de bois. J'en palpais un. La qualité du tissu s'était améliorée, mais ils étaient toujours aussi épais. De la bonne toile pour confectionner les voiles qui devaient nous emporter dans notre île. On en prend combien? Demanda Tintin. Aucun! Répondit la voix de M. Arter. Glacés d'effroi, les crucheués se retournèrent. Le faisceau d'une lampe torche nous éblouit. Peu à peu, nous aperçûmes le vieux M. Arthur qui nous tenait en joue, revolver au poing. « Astucieux, monsieur, de faire sauter les plombs pour cambrioler le château à votre aise, lança-t-il d'un air martial. Mépris qu'il croyait prendre. On va vous expliquer, monsieur Arter, dis-je en essayant de retrouver mon calme. Tiens, on connaît mon nom. Bougez pas ou je vous trouve la pince sans autre forme de procès. Vous allez comprendre. Oh, mais tout est fort clair, excepté un point. Je suppose que c'est vous qui avez déclenché la bataille de Polochon là-haut. Mademoiselle Rabutin m'a dit avoir entendu des voix d'hommes, comme préambule à un cambriolage. C'est tout de même assez singulier. En tout cas, vous savez avoir oublié que la méfiance est mère de la sûreté. Vous ne nous reconnaissez pas, manda Philo. Non, monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Mais vous aurez tout le loisir de décliner vos noms et qualités devant les gendarmes. Allez, avancez. Monsieur Arter, repris-je, la société des Crusoé, ça ne vous dit rien, il y a 25 ans? Les Crusoé, fit-il après quelques secondes de réflexion. C'est nous, je suis Alexandre Eiffel, et moi, Philippe Bigance. Eiffel, Bigance, répéta M. Arter sur le ton d'un homme qui fouille sa mémoire. Et moi, je suis Benjamin Falsifet. Eiffel, Bigance, Falsifet, les Crusoé, nom d'une pipe, c'est vraiment vous? S'exclama-t-il en baissant son arme. Oui, répondirent les trois Crusoé. Mais il n'en manque un. Mon frère est mort. Mais que diable faites-vous là, dans une tenue pareille? J'exposai brièvement à M. Arter les raisons de notre présence dans cette buanderie. Pourquoi nous avons suscité la bataille de Polochon et le sens de nos retrouvailles. Un quart de siècle plus tard, nous venions à tenir nos promesses d'enfants, réaliser notre ancien rêve. Des pas retentirent dans le couloir qui menait à la lingerie. « Monsieur Arter, vous êtes là? » demanda l'esprit d'escalier. « Oui !» fit-il en approchant de la porte avec sa lampe torche. Instinctivement, Tintin, Philo et moi nous dissimulons derrière une étagère. Mademoiselle Rabutin tenait une matraque d'une main, une vieille chandelle de l'autre. La lueur de la bougie prêtait à son visage ridé un air diabolique. « Vous les avez repérés? »« Non, mademoiselle Rabutin, répondit Arter. Il n'y a rien par là. Allez donc voir l'aile nord. » Elle s'éloigna avec son gourdin. Monsieur Arter revint vers nous. « Suivez-moi, dit-il. » Intrigué, nous lui emboîtâmes le pas dans le labyrinthe des étagères de la buanderie. Il ouvrit un placard, en sortit 2 paires de draps et nous les tendit. « Tenez, pour faire des voiles, ces draps sont plus solides que les autres. » Stupéfaits, nous dévisageâmes. « Ne me remerciez pas, ajouta M. Arter. Je pris les draps, sans comprendre pourquoi cet homme, jadis si enclin à contrarier nos initiatives, se montrait tout à coup complaisant. Sa sévérité légendaire aurait dû le porter à nous faire coffrer par la police. Pourquoi nous aidez-vous? Demanda Philo. En quelques mots d'une vibrante sincérité, M. Arter nous avoua que notre projet le touchait. À chaque fois qu'une réunion d'anciens élèves se tenait au collège Mistral, il serrait la main d'adulte tant qu'il ne retrouvait presque rien des mouflets qu'ils avaient été, et cela le chagrinait. Sous ses dents rogues, il avait toujours eu un réel penchant pour ses élèves qui lui étaient une manière de famille. Le temps lui prenait ses enfants, un par un, inexorablement. Or, ce soir-là, première fois, il avait le sentiment de revoir 3 de ses élèves, presque 3 fils prodigues. Pour couper court à l'émotion qui le gagnait, M. Arter lança « Maintenant, filez! Et tâchez de ne pas vous faire pincer par Mademoiselle Rabutin, qu'elle frappe avec son gourdin et elle a encore la main lourde. Et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Décampez, nom d'une pipe! » Il pointa le canon de son revolver dans notre direction.
Sans demander notre reste, nous décampâmes avec nos paires de draps. Mademoiselle Rabutin, hurla-t-il dans le couloir, je les ai repérés, coincez-les! Paniqués, nous nous précipitâmes hors du collège. Mocharter savait fort bien qu'elle ne pouvait nous offrir plus grande joie qu'être poursuivis par l'esprit de l'escalier, qui, dans notre imaginaire, occupait une place de choix entre la sorcière de Blanche-Neige et l'ogre du Petit Poucet. Quand nous nous fûmes rhabillés, la féerie de la soirée commença à se dissiper. Le costume défraîchi de Tintin était taillé avec moins de soin que ceux que je portais à Alexandre Eiffel. La mise de Philo, plutôt voyante, indiquait que ces clichés de paparazzi lui procuraient de bons revenus. Par nos vêtements, la société adulte reprenait possession de nos corps et de nos habits, et de nos esprits. Philo et Tintin remirent leurs montres, s'assurèrent machinalement que leur carte de crédit, leurs clés se trouvaient bien dans leur poche. Je songeais alors que je m'efforçais désormais à vivre dans l'instant, que tout maman réglait mes factures et que je n'avais plus besoin de clés. Les portes de la mandragore m'étaient ouvertes. « À demain, les Crusoe !» lança Tintin. « Rendez-vous dans la grotte !» dit Philo. Je les saluai et retournai auprès de tout maman, à bord du bateau bleu de Manon. Le lendemain, devait débuter l'aventure dont rêvait le petit sauvage. Ce soir-là, avant de m'endormir, je rédigeais une lettre d'amour anonyme que j'adressais à tout maman. Usant de tournures désuètes, un tantinet ridicule, lui disait toutes les flatteries susceptibles d'émouvoir son gros cœur. Elle avait tant besoin d'être rencontrée par un homme qui sût répondre à son feu, de se passionner pour un sensuel qui la comprit, fût-il un inconnu. J'étais certain que cette lettre ardente lui griserait. Elle ne m'en toucherait mot, mais en espérait une seconde, puis une troisième, guetterait le facteur chaque matin, cherchait à découvrir l'identité de son admirateur tapi dans l'ombre. Tout son être ne serait plus que tourment. Elle vivrait, enfin, et peut-être se prendrait-elle à rêver de remplacer un jour sa bouillotte par un homme, un véritable mâle disposé à l'étreindre. Quand j'eus achevé ma missive, un chef-d'œuvre de mièvrerie, j'aperçus soudain que je l'avais écrite de la main gauche, d'une traite. Notre escapade en enfance, au collège, m'avait rendu l'usage de ma main avec laquelle le petit sauvage rédigeait ses devoirs. Je demeurais stupéfait, car au sortir de ma scolarité chez les Jésuites, Alexandre Eiffel avait perdu toute habileté de la main gauche. Je relus ma lettre et restai un instant pensif. Mon écriture de gaucher, belle, penchée et montrante, me rappelait de celle de quelqu'un. Mais qui? Je repris ma plume dans ma main gauche et voulus tracer quelques mots en m'appliquant. C'est très mal écrit. Dans le livre, c'est écrit quelque chose, mais c'est comme une phrase très mal écrite. Le résultat était navrant, de gaucherie. Mes doigts s'étaient crispés sur le stylo. Tout mon avant-bras avait tremblé. Alors, inspiré par un étrange murmure intérieur, j'eus l'idée de laisser ma main gauche écrire. Je saisis à nouveau mon stylo et au lieu d'ordonner à ma main de former tel ou tel mot, le plaçai au-dessus d'une feuille blanche en essayant de suivre mon propre mouvement. Très vite, elle se mit à transcrire avec aisance des phrases que je ne dictais pas. Son écriture était belle, penchée vers la droite, montante. Celle d'Alexandre Eiffel lui était contraire en tout point. C'était bien l'écriture du petit sauvage, celle que j'avais retrouvée sur les pages du Pays des Crusoe, celle de ma lettre à tout maman. Le petit sauvage s'adressait par écrit au droitier que j'étais à présent. Je venais de découvrir par hasard une fonction de converser avec l'enfant que j'avais été. J'attrapais un autre stylo et lui répondis de la main droite. Un dialogue s'engagea entre mes deux mains, entre le petit sauvage et Alexandre Eiffel. Le petit sauvage me confiait ce qu'il avait enduré toutes ces années, où je ne l'avais pas respecté, puis il précisa ses intentions à mon endroit. Si tu avais continué à faire la grande personne, je me serais vengé. J'aurais d'abord provoqué l'apparition d'ulcères dans ton estomac, puis je t'aurais infligé des migraines. My God! Je t'aurais infligé des migraines. Ensuite, je t'aurais rendu insomniaque. Et si ça n'avait pas suffi pour te faire comprendre que je souffrais, je t'aurais envoyé un cancer, pas trop grave au début, puis un horrible. « Mais tu es fou ?» lui répondis-je. « Cette maladie nous aurait tués tous les deux. »
C'est vrai, mais quand on a très mal, la mort paraît bien tentante. Avec un frisson d'angoisse, j'ai pris conscience du péril auquel je m'étais exposé. Ce sale gosse n'avait pas l'air de plaisanter. Il ajouta: Si tu veux devenir adulte, vraiment adulte, il faut me respecter, être doux avec moi. Et ma femme, Ilk, je ne la respecte pas en te respectant. De toute façon, tu ne la respectais pas. Oui, mais je lui ai sans doute fait une peine affreuse en la quittant. Il faut choisir, Alexandre, elle ou moi. Mais je te préviens, si tu ne me respectes pas, ma vengeance sera terrible. Les médecins se pencheront bientôt sur toi. Ils te trouveront un cancer du poumon, une leucémie, mais une faiblesse dans ton cœur. Mais en réalité, ce sera moi qui te tuerai. Tu es donc si dur? Oui. Tard dans la nuit, je pris congé du pot de sauvage en songeant au cancer effroyable qui m'avait volé mon père. Je le vis à l'hôpital, souriant à son lit blanc, le corps boursouflé de métase niché sur ses membres décharnés. Les rayons de cobalt avaient brûlé ses chairs. Son souffle était court. « Mon chéri, avait-il murmuré, ne te quitte pas, ne te quitte pas. » Ce regard de noyé s'était planté dans le mien. Je n'avais alors pas bien saisi ce qu'il tentait de me dire. J'avais 13 ans, lui 46. Le petit garçon qu'il fut avait décidé de se supprimer d'emporter mon père dans leur tombe commune. De quel outrage, de quelle mortification s'était-il vengé? Les derniers mots de mon père me devenaient soudain clairs. Il était mort de s'être quitté. Je m'endormais rassuré. Moi, je ne périrais pas à 46 ans. Le lendemain matin, je l'ai surprise de retrouver Madame de Tonnerre dans le véranda en train de converser avec tout maman autour d'une tasse de thé. Sa mise raffinée reflétait son élégance d'antan, mais il y avait désormais un léger abandon dans son maintien. Seuls ses cheveux poivre-et-sel annonçaient vraiment son âge. Sa physionomie n'était guère abîmée. Je m'avançais vers mon idole d'autrefois, pénétré par un trouble dans lequel entrait une ancienne inclination de déception. Manon avait bien détrôné Fanny. Nous présentâmes fort civilement. Madame de Tonnerre se tenait dans la réserve qui lui était habituelle. Elle me parla avec courtoisie, comme si notre intimité passée n'avait jamais existé. Tout maman a servi une tasse de thé. J'ai pris un fauteuil. La conversation roulait sur des considérations dérisoires quand j'ai résolu de faire cesser cette comédie. Je ne voulais plus me sentir obligé par ces usages qui, en bridaient la sincérité et réduisent la vie à une succession de moments exempts d'émotions. J'avais devant moi la femme qui avait fixé mes penchants amoureux. Nous causions de tissus d'ameublement. Tout moment quitta la véranda un instant pour remettre de l'eau chaude dans la théière. J'en profita pour m'adresser sans détour à Madame de Tonnerre. « Fanny, dis-je doucement en lui coupant la parole, j'ai rêvé du corps que vous aviez à 35 ans pendant un quart de siècle. La fellation que vous m'avez faite un jour reste l'événement érotique décisif de ma vie, et peut-être le plus émouvant. Ses mains fines... » C'est dégueulasse. Je suis désolé. Ses mains fines commencèrent à trembler. Fanny ne put s'empêcher de rougir, posa sa tarte de porcelaine sur la table basse et, ne sachant comment réagir, conserva les yeux baissés. Sa poitrine était oppressée. « Regardez-moi, Fanny. Je ne dis pas ceci pour vous choquer, mais pour vous en remercier. » Muette, elle leva les yeux sur moi. Son regard pénétrant n'avait pas vieilli. Je souris poursuivi. N'est-ce pas merveilleux de s'accorder la licence d'avouer ce que l'on sent, plutôt que d'en tricher en causant de choses anodines? Au fond, la sincérité est moins dangereuse qu'on le pense. Je sais, je vous plonge dans la confusion, mais ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne plus rien se ressentir, non? Au moins, vous aurez vraiment vécu cette matinée. Vous vous en souviendrez. Il y eut un silence. Je craignais soudain qu'elle ne me regardât comme un indélicat graveleux. Tout ma mère revint avec sa théière. « De quoi parliez-vous » lança-t-elle, et de Fanny de répondre. « De la faiblesse que j'ai eue pour votre petit-fils quand il avait 13 ans, un jour d'abandon. » Tout ma mère demeura interdite, bouche bée. Moi aussi. « Pardon? Vous m'aviez bien entendu, continua Fanny. Il faisait chaud.
la féerie d'une petite crique, le soleil tapait sur le bateau, et la solitude aussi. Tout cela ensemble avait créé une douce atmosphère. Nos différences d'âge s'étaient soudain dissipées. Seul notre désir comptait, et voilà. Fanny se tourna vers moi et dit en souriant. C'est vrai que ça fait du bien de dire la vérité. Je fus alors gagné par ivresse de bonheur. Madame de Tonnerre m'avait entendu. Son attitude me conforta dans ma volonté de faire un nouveau part de mes sensations avec spontanéité. Le risque pris était minime et l'ennuyeuse réserve d'Alexandre Eiffel n'aboutissait qu'à des rapports de surface dont j'étais plus que las. D'abord dérouté. Tout moment finit par comprendre quelle griserie Fanny et moi trouvions dans une complète liberté de parole. Délaissant les propos ménagers à l'étude ameublement. Notre discussion tourna ensuite autour des hontes, légères ou sérieuses, que nous avions tous essuyées en diverses occasions. Ce sujet nous entraîna loin sur le chemin de la sincérité. D'aveu en aveu, sur un ton plein de gaieté et de dérision, chacun se montra dans sa vérité, sous son jour le moins flatteur. Partager nos faiblesses nous rapprocha. L'espace d'une matinée, il n'y eut que plus de place que pour la forfanterie ou la justification. Fanny nous quitta fort tard. Je venais de renouer avec elle cette complicité que je croyais envoler à jamais et de ranimer l'accord parfait qui existait entre tout maman et le petit sauvage. J'allais refermer la porte derrière Fanny lorsque j'aperçus un camion de déménagement qui remontait lentement l'allée de platane qui conduit à la Mandragore. « Les meubles !» murmura tout maman derrière moi, la gorge serrée. « Mes meubles reviennent !» Elle me serra le bras convulsivement. Un instant, sa physionomie sembla se défroisser sous l'effet de la joie. Ses rides s'estompèrent, sa beauté de ses 30 ans affluera fugitivement sur son visage. Le poids lourd s'arrêta devant la porte d'entrée. 2 muscles en descendirent. Ils nous saluèrent brièvement, ouvrirent les battants des portes arrière. Alors, comme dans un passé, je les vis sortir du camion une bonne part de mon passé. Les 2 déménageurs transportèrent dans le salon l'antique piano de tout maman, celui sur lequel elle malmenait parfois des morceaux de jazz en s'égoussillant. Avec cet instrument, j'eus le sentiment que ces chansons nous revenaient également. Puis, tous les meubles de mon enfance reprirent peu à peu la place qui avait été la leur dans la Mandragore. Je me cognais avec émotion dans le coin de la vieille commode qui avait rejoint le pied du grand escalier. Le petit sauvage l'heurtait à chaque fois qu'il dévalait les marches avec trop de précipitation. Les tapis de ma mère furent déroulés sur les parquets que j'avais cirés avec soin. En se remplissant, les pièces retrouvaient leur volume d'antan. Et quand j'eus réinstallé les gigantesques lustres métalliques conçus par Gustave Eiffel, la maison recouvra sa personnalité un peu folle. L'un représentait le système solaire. La place du soleil était tenue par une énorme ampoule ronde. Le deuxième célébrait les 12 signes astrologiques, et le troisième était un extraordinaire rose des vents. Dehors, le jour déclinait. J'allumai la lumière. D'un coup, le grand salon du rez-de-chaussée fut ressuscité. La luminosité étrange que diffusaient les lustres de Gustave lui restituait tout son mystère. Lily demeurait muette sur son perchoir, interloquée d'avoir renaître devant elle le décor d'une époque révolue. Comme si elle percevait la nostalgie qui me gagnait, elle caressa tendrement mon nez avec son bec et dit avec la voix de mon père « Le petit sauvage, tu es un fou !» J'eus l'impression que mon père venait d'approuver mon entreprise. Sans doute comprenait-il, là où il se trouvait, que je me remplissais de sang neuf à mesure que je m'enfouissais dans mon enfance. Mon corps s'était d'ailleurs modifié. Sans y prêter attention, j'avais perdu ces kilos qui me séparaient de ma silhouette de jeune homme. Une vigueur nouvelle irriguait mes membres. Ma raideur m'avait presque totalement quitté. Tout moment s'est mis au piano et commença à fredonner d'un air ancien. La mélodie infusa peu à peu en elle. Son timbre se fit plus rauque, et soudain elle poussa sa chansonnette avec une force inouïe. Étonnés, les déménageurs se retournèrent. Tout moment venait de redécouvrir le plaisir qu'elle avait toujours pris à bêler avec énergie. Placer sa voix ne l'intéressait guère. Elle aimait vocaliser à tue-tête et prétendre ensuite que ses braillements étaient du chant. Les 2 musclés me firent signe qu'ils avaient terminé leur boulot. Je leur glissai discrètement un pourboire. Ils s'éclipsèrent sur la pointe des pieds.
tandis que tout moment continuait à tonner en écrasant son clavier avec ardeur. Puis, sa mélopée vira au miaulement, et enfin elle se tut. J'étais heureux de son bonheur. Qu'elle m'eût infligé 10 minutes de pseudo-jazz inaudible m'importait peu. L'essentiel était qu'elle eût retrouvé devant ce piano la femme qu'elle avait été avant la mort de son fils. Dans le silence qui suivit sa vacarme, nous entendîmes quelqu'un qui frappait à la porte du grand hall. « Entrez !» lançai-je. La porte ouvrit lentement sur des gonds mal huilés. Un vieil homme apparut. Je n'apercevais pas son visage, tant il était voûté. Il ôta sa casquette et trottinant vers nous en avançait une main noueuse, puis il releva sa tête de mulot. « Célestin !» s'écria tout maman. Notre ancien jardinier venait d'entrer. Célestin avait été l'un des personnages clés dans Mandragore. Il régnait jadis sur le parc, le plantait à ses guises et l'entretenait avec soin. Ami des arbres et des enfants, il exerçait une fascination extrême, ce pote sauvage. Célestin savait tout faire. Imiter le cri des oiseaux, nommer les fleurs, flairer les mensonges, ridiculiser les FATS, c'est quoi ça? Ouvrir les boîtes de crème de marron avec un canif, tailler les décanes, se taire quand il fallait, houspiller tout moment avec tact, tout sauf une chose, parler d'amour. Il ne s'était donc jamais marié. Elle s'était accoutumée à regarder la famille Eiffel comme la sienne. La vente de la Mandragore l'avait abattue. La mine triste, elle s'était retirée dans les collines et, depuis lors, se louait de temps à autre pour effectuer de menus travaux. Le visage empreint d'une émotion mal dissimulée. Célestin m'embrassa. Je le serra dans mes bras, tremblant. Il baisa ensuite la main de tout maman et lui dit simplement « Maintenant que vous êtes de retour, je vais vous le refaire, le jardin de la Mandragore, aussi beau que dans le temps. » Et elle se retira. Il était l'heure de rejoindre les autres Crusoé. Je chargeais la cale du bateau bleu de vivres et tout le matériel requis pour marcher sur les traces du grand Robinson. Puis je retournais à la Mandragore faire mes adieux à tout maman. J'ignorais encore combien de temps je resterais dans l'île du pommier avec les Crusoé. Tout maman se tenait près du feu quand je pénétrais dans le grand salon. « Tu as froid ?» m'étonnai-je. « Les vieux ont toujours froid. Tu pars ?» « Oui. » Elle m'embrassa, traça une croix sur mon front avec un ongle et me demanda « Que vas-tu chercher là-bas? Tu connais le serment des Crusoé? Dis-moi la vérité. » La réponse que je m'entendis lui faire m'étonnait à moi-même, car mon instinct m'avait poussé jusqu'alors vers cette île sans que je susse vraiment pourquoi. Je prétendais avec véhémence qu'il me fallait tenir une promesse du petit sauvage et que me dérober revenait à le mépriser une fois encore. Mais mes motivations réelles étaient à la fois plus simples et plus troubles. J'espérais confusément que mon séjour dans l'île du pommier marquerait une rupture dans ma fuite, qu'un événement décisif se produirait là-bas. Je ne pouvais éternellement plagier le petit sauvage. Mon aventure n'avait de sens que si, en ressuscitant l'enfant que j'avais été, je devenais un jour véritablement adulte. Loin du regard des grandes personnes, j'avais le sentiment qu'une telle renaissance était possible. Voilà ce que je répondis spontanément à tout moment. « Bonne chance !» m'a dit-elle en traçant une autre croix sur mon front. En larguant les amours, je jubilais de m'élancer enfin dans cette équipée dont le petit sauvage avait tant rêvé. Le soleil déclinant était en train de plonger dans la mer. J'ai mis le cap sur le collège Mistral quand, au bout de quelques minutes, le roof s'ouvrit brutalement. Je sursautais. La frêle Manon sortit de la cale en souriant. Elle avait dû s'y glisser pendant que je discutais avec tout maman. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demandai-je interloqué. « Je t'enlève. »« Tu m'enlèves ?» répétai-je ahuri. « Mais tu ne devais pas passer le week-end en Italie avec Bertrand ?» Et j'ai courté le voyage. Mon choix est fait. « Ton choix ?» Je vais vivre avec toi. Je ne suis pas faite pour l'adultère. Effaré par cette résolution inattendue, j'expliquai à Manon en termes diplomatiques que je n'avais pas délaissé mon épouse pour prendre de nouvelles habitudes aux côtés d'une autre femme. L'amour lien ne me tenait plus. Il ne me tentait plus. Je connaissais les périls incontournables et ne souhaitais pas affaiblir notre passion en l'enfermant dans une union ordinaire, alors même que nous avions eu la sagesse d'inventer une façon imprévisible de nous aimer.
Chacune de nos rencontres n'était-elle pas empreinte d'une grâce particulière? Je ne voyais pas troquer cette ivresse contre une banale histoire des grandes personnes. On va pas tout de même passer notre vie dans une cabane perchée sur un arbre? Me rétorqua-t-elle. Qu'est-ce que tu veux, une vraie maison? Non? Alors quoi? Un homme, pas un petit garçon? Laisse-moi le temps de devenir un. Où vas-tu avec ton bateau? Dans une île, jouer à Robinson Crusoe avec des copains d'enfance. Navré. Manon soupira et dit avec amertume. Amuse-toi bien, mais je te préviens, quand tu auras cessé d'être infantile, je ne serai peut-être plus libre. Manon! Sans attendre mes éclaircissements, elle plongea dans la mer pour regagner la côte. Reviens! Crierai-je. Je t'aime! Manon me n'écoutait déjà plus. Elle nageait vers la rive. Je n'avais pas eu le temps de le faire sentir combien s'enfanter et s'infantiliser sont deux termes éloignés, presque des antonymes. J'haussai les épaules et m'a dit que nous reprendrions cette conversation à mon retour dans quelques jours. Aimer une femme ne signifiait plus pour moi suivre mon chemin. Si j'avais su quel coup de sort m'attendait, j'aurais rattrapé Manon. Mais, dans mon aveuglement, je partis le cœur léger au rendez-vous des Crusoe. Yes, il reste genre 2 minutes. 1 minute et demie. J'allais piquer une tête dans la rivière du collège pour rejoindre la grotte quand une voix m'interpella. Hé, Alexandre! Je me retournai. Tintin se trouvait quelques mètres de moi. Dans la clarté lunaire, je vis qu'elle ne s'était pas déshabillée. Soroté dans son costume mal coupé, il jouait nerveusement avec ses clés de voiture. J'ai reçu un coup de fil de Philo, dit Tintin. Il ne viendra pas. On l'a prévenu à la dernière minute et il laisse sur un coup pour photographier une princesse. Et enfin, moi, tu te dégonfles? Écoute, c'était sympa la petite vie au collège, mais faut me comprendre. J'ai une femme, des gosses, on a passé l'âge de faire des marioles. Je ne te juge pas, Tintin. Merci d'être quand même venu au rendez-vous. Salut. La tête basse, il s'éloigna. Sa silhouette massive disparut dans la pénombre. Un instant, je fus tenté de tout abandonner, mais une voix en moi me rappela l'ordre. Elle m'ordonnait de quitter les rivages du monde adulte, de me libérer du regard et des attentes d'autrui pour me retremper dans une solitude complète qui, seule, pouvait me rendre à moi-même. Tu as presque 40 ans. Il n'est plus temps de faire des compromis. Aie le courage de t'affronter. Je pris la mer, bien qu'elle fût menaçante. Dans l'obscurité, je me guidais en regardant les étoiles. La houle se creusait, bientôt le vent forci. La voile que j'avais confectionnée avec les draps donnés par Monsieur Artère fut alors déchirée par les menachantes rafales. Je dus continuer au moteur. La progression était lente. Des déferlantes hargneuses commencèrent à balayer le pont. En 10 minutes, la tempête me cerna. Effrayé, je m'accrochai à la barre et m'enfonçai dans la nuit. Ah, essayant tant bien que mal de suivre ma route. 2 heures durant, je me coltais avec les flots en colère qui tourmentaient la coque, luttais contre les bourrasques dans un corps à corps incessant. Plusieurs fois, je sentis la mort sur le point de me cueillir. Je la repoussais. Elle refluait et revenait inlassablement. Je devais vaincre les ténèbres pour renaître, pensai-je en écopant. Harassé, j'aperçus une vague qui, en venant vers moi, s'enflait démesurément. « Que fais-tu là » me demandai-je tout à coup. Roulant sur la mer, cette masse d'eau sombre vint s'écraser sur mon bateau dans un rugissement qui me figea de terreur. Pendant quelques instants, il n'y eut plus de rien de visible. L'écume masquait tout. Je crus mon embarcation broyée par cette mâchoire baveuse et fus étonné de la voir réapparaître. Un craquement lugubre se fit entendre. Une roche en saille venait de mordre l'étrave du bateau. Je me précipitai pour colmater le voie d'eau. Une grosse lame me renversa. Une autre me souleva et m'emporta dans la convulsion des flots. Mon crâne heurta violemment un récif. Au moment même où je perdis connaissance, je sus qu'Alexandre Eiffel expirait. Et c'est la fin pour ce soir. J'ai mal à ma gorge. Bye bye.